Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Et... Très bien. Je vais intervenir ce soir effectivement sur les enjeux géopolitiques de la relation Chine-Russie. Et bien évidemment, merci de m'avoir invité à faire cette conférence. Je vais passer un certain nombre de cartes. Et alors j'espère que les personnes qui sont tout au fond de la salle, vous les verrez. Sinon, si vous avez des questions, je répondrai au fur et à mesure. Alors, ce que je voudrais faire ce soir, c'est essayer d'envisager avec vous tous les aspects en fait, de la relation sino-russe dans un contexte qui est aujourd'hui un contexte complexe qu'on connaît avec des tensions qui se développent aux deux extrêmes de l'Eurasie. Donc aussi bien du côté de l'Ukraine, avec le conflit ukrainien sur lequel je reviendrai, mais également en Extrême-Orient, au niveau notamment de la mer de Chine méridionale, de Taïwan, de la péninsule nord-coréenne. Je voudrais réfléchir avec vous sur la manière dont on peut connecter en fait ces ensembles-là, c'est-à-dire l'ensemble russe et l'ensemble chinois, au service ou dans la compréhension de ce qui peut être un objectif géopolitique commun, ou les prémices d'un objectif géopolitique commun de la part de ces deux acteurs. Alors, je procéderai comme suit. D'abord, j'aurai une approche générale, c'est-à-dire je présenterai la Russie et la Chine du point de vue géographique, démographique, du point de vue du territoire, de la défense, de l'environnement politique. Je ferai un rappel historique parce qu'il est important de comprendre qu'on a affaire à deux empires. Et la statogenèse, qu'il s'agisse de celle de la Chine ou celle de la Russie, ont une forme de similarité. Ce sont des empires qui se sont développés progressivement et qui ont un rapport de domination par rapport à leur environnement et qui finalement ont interagi sur un mode qui a été soit conflictuel, soit, c'est le cas aujourd'hui, un mode de coopération. Ensuite, après ces généralités, je parlerai des similarités systémiques. C'est intéressant d'en dire un mot. C'est-à-dire les économies russes et chinoises. On pourra voir que ces deux systèmes économiques en fait, sont tout à fait complémentaires aujourd'hui, et des systèmes politiques qui sont également, qui ont une forme de ressemblance. On verra les points de convergence. La convergence économique, énergétique, politique, sécuritaire, diplomatique également. Et à partir de là, on s'interrogera sur l'existence d'une volonté sino-russe de faire évoluer l'ordre mondial. En tout cas, c'est l'hypothèse que nous pouvons formuler en regardant les processus développés par la Russie comme les annexions, les revendications territoriales chinoises, et en quoi ça nous amène à repenser en fait un concept que je développerai tout à l'heure, qui est le concept du heartland, qui est un concept géopolitique extrêmement intéressant, que l'on peut remobiliser aujourd'hui dans le cadre de l'environnement géopolitique qu'on connaît aujourd'hui, qu'on connaît en Eurasie. Et puis, on verra les points de divergence, parce qu'il y en a. Il y a des divergences frontalières. L'extrême-orient russe est l'objet de forts enjeux entre la Russie et la Chine. Et puis, il y a des divergences aussi sur l'Asie centrale. Et je conclurai avec les faiblesses intrinsèques, car il y en a aussi bien celles de la Chine que celles de la Russie. Alors, la présentation des deux acteurs. Alors, j'ai fait une carte qui est volontairement extrêmement dépouillée, mais sur laquelle j'attire votre attention, parce qu'on voit qu'on a là deux objets géopolitiques qui sont tout à fait importants, qui couvrent une bonne partie de l'Eurasie et qui sont par ailleurs géographiquement connectés. On voit que les deux pays ont une façade maritime très importante, qu'il s'agisse de la Russie ou qu'il s'agisse de la Chine, mais ce n'est pas la même. Ce qui peut nous intéresser dans le cadre de la réflexion sur une convergence d'intérêts entre la Chine et la Russie. Si mentalement, on crée un ensemble unique
avec la Russie et la Chine, on s'aperçoit qu'on a là une sorte de gigantesque ensemble qui s'ouvre sur une bonne partie des mers qui bordent le nord de l'Eurasie, en sachant qu'on s'interroge beaucoup aujourd'hui sur la route du Nord, donc qui borde le nord de la Russie, dans un contexte de réchauffement climatique, et où il se pourrait, ça reste une hypothèse aujourd'hui, qu'on ait là une route qui connaisse une circulation pérenne tout au long de l'année. Alors, j'attire aussi votre attention sur un petit point. Vous voyez là le petit point vert. Donc, c'est une exclave. C'est l'exclave de Kaliningrad, qui fait également partie de la Russie. Sans que ça rentre dans notre propos aujourd'hui, je mentionne le fait que toute discontinuité territoriale est problématique en géopolitique. Problématique en ce sens qu'elle soulève des problèmes, et on voit aujourd'hui qu'on a de très fortes tensions sous-jacentes concernant l'enclave de Kaliningrad. Alors, voyons un peu comment se présente la Russie, hein, du point de vue de la simple approche géographique. Parce que je voudrais vous montrer que sur le plan géographique, on a des similarités intéressantes entre la Russie et la Chine. La Russie, on le voit, donc, c'est un territoire très très vaste, et c'est un territoire qui est, somme toute, assez déséquilibré. On a une partie qui est largement une partie de plaine pour la Russie occidentale, et puis on a la fameuse barrière de l'Oural. Bon, vous vous souvenez que le général de Gaulle parlait de l'Europe allant de l'Atlantique à l'Oural. En fait, c'est donc jusque-là. Et passer cette barrière symbolique, on se retrouve dans l'extrême-orient russe, et on voit que c'est une région qui est faite de plaines, mais qui est faite aussi de montagnes, que je réaborderai tout à l'heure, parce que c'est elle qui fait l'objet d'une éventuelle compétition entre la Chine et la Russie, en tout cas dans certaines constructions géopolitiques, notamment émanant en Chine, et on verra cela. Donc gardons à l'esprit que la Russie est un pays qui est gigantesque, mais dont le territoire est assez asymétrique, et qu'il y a une partie qui est plus sensible dans le cadre de la relation sino-russe qui nous intéresse, c'est l'extrême-orient russe. Alors, il est, je pense, important de parler de la démographie, en ce sens que on voit que la Russie a à peu près 145 millions d'habitants aujourd'hui, et on voit que sur ce gigantesque territoire, la population est extrêmement déséquilibrée en termes d'implantation territoriale, c'est-à-dire que la majeure partie des Russes se situe ou occupe un territoire qui est situé en fait dans la Russie occidentale. Et puis, on voit qu'il y a un peuplement, mais qui, grosso modo, évite évidemment toutes les zones situées largement en Sibérie au nord, qui sont des zones de taïga ou de steppe. Et concernant la Chine, dans la bordure sino-russe, on voit qu'on a des implantations de populations importantes. On voit qu'ici, à Yakoutsk, on a une forte implantation, mais on n'est pas sur les frontières de Chine. Au niveau d'Irkoutsk, on a aussi une forte présence, et puis bien sûr au niveau de Vladivostok, on a beaucoup de monde. Le territoire russe, c'est aussi un maillage important, et sans surprise, vous pouvez constater que le maillage suit en fait les portions du territoire où on a une population, et que cette partie-là, septentrionale et orientale de la Sibérie, est beaucoup moins maillée en termes d'infrastructures, notamment routières et ferroviaires. En termes d'organisation de la défense, la Russie est divisée en 4 zones de défense. On a la zone occidentale, la zone sud, la zone centre et la zone orientale. Donc le territoire est solidement cadré au niveau militaire, et dans le cadre de ce qui nous intéresse, la relation sino-russe, on voit qu'on a la présence de plusieurs corps d'armée. Dans cette partie septentrionale dans cette partie orientale de la Russie,
qui confirme quelque chose qu'on sait par ailleurs, c'est que la relation sino-russe est à la fois faite de coopération, mais aussi d'ambivalence, et que les Russes sont attentifs à ne pas dégarnir leurs frontières au niveau militaire, leurs frontières méridionales dans la partie orientale du pays. Et cette forte présence militaire russe n'est pas pour autant, ou n'exclut pas pour autant la coopération avec les Chinois du point de vue militaire, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, dans l'environnement politique de la Russie, on le connaît, c'est une carte qui simplement tente à rappeler que la Russie a une gigantesque enveloppe frontalière, qu'elle est évidemment frontalière à un certain nombre d'États européens, sur l'Asie centrale, dont je parlerai tout à l'heure, et bien sûr, au niveau de la Chine, on a une petite frontière ici, et puis une large frontière au niveau du fleuve Amour et Ossoué. Et puis, la Russie et la Chine sont séparées par un État qui est totalement enclavé, qui est la Mongolie. Alors, si on prend la Chine, on va voir qu'il y a un parallèle intéressant. C'est que le territoire chinois est également très déséquilibré. On a une large partie, qui est une partie faite de plaines, ici. On parle souvent des 3 Chines. Donc ce serait la première Chine. La deuxième Chine, qui est la partie centrale, faite de moyennes montagnes. Et puis, la troisième Chine, donc la partie occidentale de la Chine, c'est le gigantesque plateau du Tibet, et puis le Xinjiang, qui se trouve plus au nord. Donc on a vraiment une différence en termes de relief, de géographie, de caractéristiques géographiques, et évidemment, on va voir que ça se traduit au niveau démographique par une extrême concentration de la population chinoise dans la partie littorale, donc dans la première et la deuxième Chine, qui a deux formes, ce qu'on appelle la Chine historique des 18 provinces, et une densité humaine très faible, enfin faible ou très faible, dans toute la partie occidentale du pays. Donc, si on met ça en rapport avec la Russie, on voit que autant la Chine que la Russie, en fait, sont très déséquilibrés au niveau démographique, et que la démographie apparaît relativement significative dans cette partie qui est une partie frontalière avec la Russie. On reparlera de cet enjeu démographique pour la Sibérie. Au niveau du maillage urbain, des infrastructures, on voit bien que le territoire chinois est maillé de manière assez équilibrée en termes d'infrastructures routières et ferroviaires, avec un effort qui a été soutenu de la part du gouvernement chinois pour renforcer l'intégration du territoire chinois et notamment multiplier les routes d'accès vers la partie occidentale de la Chine, c'est-à-dire le Xinjiang, de manière en fait, à faciliter notre communication et faciliter les échanges entre la Chine continentale et la Chine de l'intérieur. En termes d'organisation de la défense, on a une organisation de la défense qui est assez semblable à celle de la Russie, c'est-à-dire qu'on a 4 régions principales, nord, sud, est, ouest, et puis une région centrale, avec chacune correspondant, comme pour la Russie, avec un quartier général spécifique pour chacune. Et en ce qui concerne l'environnement politique de la Chine, on voit que la Chine, comme la Russie, qui a une très grande enveloppe frontalière, est donc frontalière avec un certain nombre de pays, notamment d'Asie du Sud-Est. On peut parler de frontières maritimes avec un certain nombre d'États insulaires, dont je parlerai plus tard. Et la Chine présente cette caractéristique d'être à toute extrémité en fait, de l'Eurasie. Et c'est là un peu intéressant parce que la Chine est à la fois un État continental, ouvert vers le continent, et un État ouvert vers l'espace maritime. En ce sens, elle ressemble un petit peu à notre pays, à la France, où nous nous trouvons en bout de continent, donc nous sommes sur une quasi-péninsule, et la France est ouverte à la fois sur l'espace océanique et sur l'espace maritime, ce qui a généré, au cours de notre histoire, une politique qui était généralement soit maritime, soit continentale, mais n'était pas les deux en même temps. Et ce point-là, que je ne développerai pas ce soir,
est tout à fait valable pour la Chine et donc interroge en fait sur ce que les Chinois sont capables de faire à la fois sur l'espace maritime et à la fois sur l'espace continental. Alors, quelques rappels historiques pour comprendre comment se sont développés en fait ces pays-là. J'ai dit que ce sont des empires. Donc la Russie est un empire qui s'est d'abord développé avec la Moscovie, ici, au XIVe siècle. Et puis on voit qu'il y a une expansion progressive. À l'époque d'Ivan le Terrible, c'est-à-dire au XVIe siècle, pardon, on a une première expansion. Ensuite, à l'époque de Pierre le Grand, au XVIIe siècle, on a une deuxième phase d'expansion, une troisième à l'époque de Catherine II, au XVIIIe siècle, et finalement, donc, au début du XXe siècle, on a la plénitude en fait, territoriale de l'Empire russe, avec les derniers ajouts qui se font au détriment de la Chine, et puis dans la prise de contrôle progressive de l'Asie centrale, et avec cette fameuse route qui va de Moscou jusqu'à Irkoutsk, pardon. Et pour les lecteurs de Jules Verne parmi vous, si vous avez lu Michel Strogoff, vous savez donc effectivement c'est cette route qui va emprunter le long de son périple pour arriver in fine jusqu'à Irkoutsk et transmettre le message du tsar. L'Empire chinois connaît une sorte de stratogénèse un peu identique, en ce sens qu'on a un berceau historique pour les Han qui se trouve ici, à Chang'an, qui est aujourd'hui la ville de Xi'an. Et à partir de ce berceau-là, les Han vont se développer, vont acquérir un contrôle territorial aussi bien sur le nord que sur le sud. Alors on voit ici représenté de manière un peu schématique, non pas la muraille de Chine, mais les murailles de Chine, puisqu'elles ont été construites successivement au fil des dynasties, et qui montrent que l'Empire se prémunait, ou se protégeait en tout cas de menaces venues du nord. Et ce que montre cette carte, c'est l'Empire à l'époque des Han. Alors j'ai choisi les Han parce que c'est un peu la représentation historique, un peu mythique de la Chine, puisque les Chinois se désignent eux-mêmes comme étant les Han. Alors, avec la progression, ça donne ceci à l'époque des Qing, donc des Mandchous, la dernière dynastie, avant la création de la République de Chine. Et on voit que la Chine, à l'époque des Mandchous, est tout à fait considérable en termes de superficie. Elle fait 12 millions et demi de kilomètres carrés, contre 9 millions et demi aujourd'hui. Donc il y a eu des acquisitions territoriales ou des territoires comme ceux-ci qui appartiennent aujourd'hui au Kazakhstan, mais qui sont mis sous influence directe de l'Empire. Et puis ensuite des retraites, une contraction en fait de l'Empire pour donner ce qui aujourd'hui est la Chine telle que nous la connaissons. Alors à l'époque de l'URSS, les frontières sont stabilisées. On voit qu'ici, évidemment, tous ces États qui vont s'autonomiser à l'époque, à partir de l'implosion de l'URSS, sont à ce moment-là partie prenante de l'URSS et font que l'enveloppe frontalière entre la Chine et l'URSS est une enveloppe qui est tout à fait considérable. Alors je parlais de la question des frontières parce que ça fait partie des points de divergence. Qui relèvent des non-dits aujourd'hui dans la relation entre la Chine et la Russie, mais qui néanmoins sont importants à prendre en compte pour comprendre comment chaque État considère l'autre. Alors, je voudrais dire un mot maintenant de l'économie pour vous dire qu'il y a une similarité en fait. Parce que ce qu'on essaie de faire là, c'est de comprendre qu'est-ce qui pousse la Chine et la Russie à interagir ensemble. Il y a évidemment derrière peut-être un objectif qui est un objectif géopolitique, une construction géopolitique, mais il y a aussi d'abord des liens qui sont des liens réels, quantifiables au niveau notamment économique. Et pour ça, je voudrais reprendre les caractéristiques des deux économies. Et quand on regarde l'économie russe aujourd'hui, on voit que l'économie russe a à peu près 6 caractéristiques qui sont valables. Il y a d'abord le fait que c'est une économie qui est encore une économie de transition et qui est marquée par l'héritage soviétique. C'est aussi une économie de rente, c'est-à-dire qu'elle est axée sur l'exploitation des ressources naturelles, notamment le pétrole, on en parle beaucoup, mais il n'y a pas que le pétrole, il y a le gaz naturel, il y a divers métaux.
Et cette économie de rente représente une part importante en fait, du PIB du pays. C'est une économie qui a été marquée par les fondements de la production industrielle. Alors les fondements relatifs selon les secteurs, mais néanmoins réels. Et aujourd'hui, alors évidemment aujourd'hui, il faudrait revoir un petit peu cette appréciation parce que l'économie russe s'est mise en état d'économie de guerre, ce qui signifie à tout le moins que la production industrielle a repris ou s'est développée de manière significative dans le domaine des armements. C'est aussi une économie qui est marquée par un vieillissement démographique. Et c'est un point de préoccupation pour les autorités russes. Et c'est une économie où l'État joue un rôle majeur à travers la prise de contrôle des entreprises du pays. C'est aussi une économie qui est marquée par une corruption. On en a parlé assez fréquemment. Alors l'économie chinoise, à contrario, c'est une économie dite socialiste de marché. C'est un peu un ovni quelque part, puisque une économie socialiste de marché, ça a été un terme qui a été créé sur mesure en fait, pour l'économie chinoise. Mais toujours dit que c'est une économie mixte, où l'État joue un rôle prépondérant, donc ce qui lui permet de promouvoir certains secteurs et d'exercer une action réelle en fait, sur les processus économiques. C'est une économie qui est tournée vers l'exportation de produits finis, qui est très marquée par sa dépendance aux importations énergétiques et qui est très dépendante aussi des flux maritimes. C'est une économie maritimisée. Alors, du point de vue de la politique, les caractéristiques, donc j'ai parlé des similarités systémiques, donc des systèmes politiques russes et chinois sont caractérisés, alors pour la Russie, par le fait que c'est une république, hein, c'est une république fédérale. Elle a un chef de l'État qui est un président élu, qui est élu au suffrage universel, direct, pour une durée de 6 ans. Il y a un pouvoir législatif qui est représenté par l'Assemblée fédérale, qui elle est composée de la Douma, dont on parle régulièrement, avec 450 députés, et le Conseil de la Fédération, qui est formé de 170 représentants. Alors actuellement, le président c'est Vladimir Poutine, depuis 2012. Le président de la Douma c'est Vyacheslav Volodine. Et la présidente du Conseil de la Fédération c'est Valentina Matvienko, depuis septembre 2011. Alors, pour la Chine, la Constitution de la République populaire de Chine définit cette dernière comme, je le cite et je l'ai mis, un État socialiste de dictature démocratique populaire, dirigé par la classe ouvrière et basé sur l'alliance des ouvriers et des paysans. Donc là-dessus, le principe politique en fait, en Chine n'a pas varié. Et le préambule de la Constitution spécifie le rôle dirigeant du Parti communiste chinois. Et continue en fait de citer officiellement le marxisme-léninisme comme idéologie de référence de l'État. Vous pouvez trouver la Constitution chinoise en ligne, elle est traduite dans la plupart des langues. Et le pouvoir est dirigé en 3 organes, l'Assemblée nationale populaire, le système judiciaire, le Conseil des affaires d'État. Mais il faut savoir que chaque niveau de l'État est doublé d'un poste du parti, et c'est ce dernier qui a la prééminence. Et donc, de ce fait, le parti exerce un contrôle effectif au niveau de l'ensemble du territoire. Alors, actuellement, c'est Xi Jinping, qui est secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la République populaire de Chine et président de la commission militaire centrale. Donc Xi Jinping, en fait, contrôle tous les leviers du pouvoir en Chine. Et son Premier ministre, depuis 6 mois, c'est Li Qiang, donc Premier ministre du Conseil des affaires de l'État. Alors, certains indices ont coutume de parler d'autocratie, aussi bien pour la Chine que pour la Russie. Donc, comme on essaie de travailler sur les similarités systémiques, on peut dire que d'une certaine manière, bien qu'on l'a vu, des systèmes politiques ne soient pas du tout les mêmes, on peut avoir une forme de convergence du fait qu'on a des dirigeants qui sont des dirigeants forts, qui ont entre leurs mains un certain nombre de leviers de pouvoir, et donc ils sont capables, d'une part, d'initier des dynamiques géopolitiques fortes, mais également, ils partagent, Vladimir Poutine et Xi Jinping, une autre caractéristique, c'est qu'ils ont un horizon politique qui est assez lointain. C'est-à-dire qu'ils ont la capacité de contrôler le pouvoir, directement ou indirectement,
Et donc, là où je veux en venir, c'est-à-dire de lancer des initiatives dont ils savent qu'ils auront la capacité de les contrôler sur le temps long, ce qui est un grand avantage, évidemment, en géopolitique. Alors, les points de convergence entre la Russie et la Chine, bon, on a une convergence économique, on a vu qu'on avait des caractéristiques économiques, mais la première chose qui saute aux yeux, c'est qu'on a là deux économies qui sont complémentaires. On a en tout cas une complémentarité des marchés russes et chinois, mais c'est une complémentarité déséquilibrée, c'est-à-dire qu'elle est basée sur un déséquilibre des échanges. En d'autres termes, la Russie importe beaucoup de produits manufacturés chinois et la Chine apporte beaucoup de ressources énergétiques russes. Et ce qu'on voit en tout cas, c'est que ces échanges bilatéraux, pour autant qu'ils soient déséquilibrés, sont de plus en plus importants, puisque à la fin du XXe siècle, en 1997 jusqu'en 2002, on avait 7 milliards de dollars en moyenne en termes d'échanges bilatéraux, qui étaient passés à 15 milliards entre 1997 et 2007, et qui étaient, il y a 5 ans, montés à 73 milliards de dollars. Donc on a une augmentation exponentielle des échanges entre les deux pays. Alors, cette convergence économique s'est accrue depuis 2014, et après il y a l'élection de la Crimée. La Russie a fait l'objet de sanctions, comme vous le savez, et la Russie a décidé donc de réorienter son économie en direction de la Chine. Et l'objectif, c'était de faciliter les investissements chinois dans les grandes infrastructures et des projets liés à l'énergie pour exploiter les ressources naturelles de la Russie et vendre donc massivement des hydrocarbures et des produits agricoles à la Chine. Mais dans le même temps, la dépendance de la Russie à l'égard de la Chine s'est accrue, notamment en ce qui concerne les marchés d'exportation et les lignes de crédit qui n'ont cessé d'augmenter. Parce que seule la Chine a les moyens économiques d'accorder des prêts conséquents à la Russie et surtout d'absorber sa production énergétique. Et ce qu'on voit, c'est qu'aujourd'hui, il y a deux grands projets et collaborations technologiques qui sont en cours, qui sont des projets importants. Par exemple, le développement de composants spatiaux pour les systèmes de navigation par satellite. Alors, les Russes ont le système GLONASS et les Chinois ont le système Beidou. Et l'un et l'autre avaient pour objectif de s'affranchir du système que nous connaissons ici, qui est le système GPS. Donc de ne plus dépendre en fait, des entreprises américaines pour ce qui est du maillage et de la géolocalisation sur le territoire. Puis on a par exemple d'autres productions, des coopérations dans d'autres domaines, les moteurs aéronautiques, la production d'énergie nucléaire, les trains à grande vitesse, etc. Et ce qu'on voit, c'est que le commerce Chine-Russie a atteint 146 milliards de dollars en 2021. Avec les principales exportations chinoises vers la Russie, qui concernent les télécommunications, l'aviation, l'industrie des médias, les jouets en peluche également, et la Russie qui exporte principalement vers la Chine des hydrocarbures et des produits agricoles. Alors, il y a, et je voudrais mettre l'accent dessus, une convergence énergétique. Dans le cadre de cette convergence économique, particulièrement l'énergie fait l'objet d'une attention spécifique, puisque en 2020, la Russie est devenue la plus importante source d'importation de pétrole de la Chine, devançant l'Arabie Saoudite. Ce qu'on voit, c'est que Gazprom, qui est la plus grande compagnie gazière russe, ambitionne de tripler aujourd'hui ses exportations de gaz pour fournir la moitié de la demande chinoise. Et la Russie, évidemment, a profité de la guerre commerciale sino-américaine à partir de 2018, vous vous souvenez, sous l'administration de Donald Trump, pour stimuler ses exportations de minéraux et les produits alimentaires vers la Chine. Plus récemment, en février 2022, vous vous en souvenez peut-être, peu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, le 24 février 2022, Vladimir Poutine s'est rendu en Chine. Donc au tout début du mois de février, et c'est là que ce n'est pas appelé une alliance, mais la proximité entre les deux pays a été renforcée, et notamment Poutine et Xi ont signé 2 accords supplémentaires pour étendre la coopération gazière et pétrolière, qui représente un montant de 117 milliards de dollars. Et en janvier 2022, Chine et Russie avaient annoncé qu'elles allaient construire conjointement un nouveau gazoduc, le Power of Siberia 2,
qui devrait rentrer en service dans 3 ans, donc en 27, pour transporter jusqu'à 50 milliards de mètres cubes par an. Donc une forte, je dirais, interdépendance au niveau énergétique. Alors cette convergence énergétique, on la voit en carte, on voit que effectivement il y a un certain nombre de canaux qui irriguent directement le territoire chinois. On a l'ESPO ici, ESPO pour East Siberia Pacific Ocean, et l'ESPO se ramifie en deux. Donc une partie qui irrigue la Chine et une autre partie qui évite la Chine, qui contourne en fait la Chine pour aller jusqu'à Vladivostok. Et cette ramification, en fait, avait posé un problème diplomatique avec Pékin parce que l'objectif des Russes est aussi de ne pas dépendre exclusivement du marché chinois. Donc on est là au niveau des, comme je vous le disais tout à l'heure, des ambivalences ou des non-dits, de la prudence tout au moins. Et ce que les Russes voulaient, c'était être en mesure d'approvisionner le Japon. Alors pour le moment, on est un petit peu en stand-by du fait que le Japon s'est fortement aligné aux côtés des États-Unis contre la Russie dans le contexte de la guerre en Ukraine. Néanmoins, l'ESPO est bien en cours de construction ou en cours et pour certains segments est déjà terminé, avec, pour hypothèse, je pense, du point de vue des Russes et des Japonais, qu'à un moment, il sera mis en service pour le Japon. Et puis on a de l'autre côté le Druzhba Pipeline, c'est celui qui alimente toute l'Europe, principalement l'Allemagne notamment, et ce qui a suscité une polémique, puisque l'Allemagne, dans le cadre des sanctions, avait demandé à bénéficier d'un temps de latence parce qu'elle était très dépendante en fait, du pétrole russe. Les Russes ont essayé de construire en tout cas d'intégrer la région, donc de construire des mécanismes interétatiques qui permettent une forme d'intégration économique. Et le premier a été la communauté économique eurasiatique, qui était une organisation intergouvernementale de coopération économique, commerciale, douanière, technologique, monétaire, industrielle, financière, humanitaire, scientifique, agricole et énergétique. Et cette construction regroupait en fait les États issus de la communauté des États indépendants, la CUI, qui a succédé à l'URSS. Et c'est une construction qui a existé de 2000 à 2015. Et lui a succédé une union économique eurasiatique qui a été fondée par la Biélorussie, le Kazakhstan et la Russie en 2014. L'Arménie a signé le traité d'adhésion en 2014 également, et le Kyrgyzstan l'a rejointe en 2015. Et puis, des États sont actuellement des États candidats ou potentiels candidats, notamment le Tadjikistan, l'Ouzbékistan, le Turkménistan, donc on voit les États d'Asie centrale, mais également la Mongolie, la République populaire de Chine, l'Iran et la Syrie. Alors, à côté de ça, les Chinois n'ont pas été en reste et ont eux-mêmes construit mis en place leur propre projet d'intégration régionale économique. Et il s'agit évidemment des nouvelles routes de la soie. Ces nouvelles routes de la soie qui ont été dévoilées à l'automne 2013 par Xi Jinping. Lorsque Xi Jinping a pris le pouvoir, alors elles ont, vous le savez, différentes qualifications au bord, One Belt, One Road, BRI, Belt and Road Initiative, ILU, une ceinture ou une route. Bon, peu importe, je disais le terme BRI. Et c'est l'une des priorités de la diplomatie chinoise sous la présidence de Xi Jinping. Et les BRI, c'est un ensemble de liaisons maritimes, de voies ferroviaires entre la Chine, l'Europe, l'Afrique, qui passent par le Kazakhstan, la Russie, la Biélorussie, la Pologne, l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, mais également Djibouti, le Somaliland. C'est un projet qui englobe près de 68 pays, qui représente 4,5 milliards d'habitants, et théoriquement au moins 40% du PIB mondial. Et la BRI se décline en deux concepts que vous voyez là, c'est-à-dire la Silk Road Economic Belt, donc c'est-à-dire les anciennes routes de la soie, les parties continentales, et puis la 21st Century Maritime Silk Road, c'est-à-dire la route de la soie maritime. Alors j'ai une carte ici intéressante, parce que ce que montre cette carte, c'est que dans ces routes maritimes, il est prévu d'avoir également la route du Nord. Or, c'est une ambition chinoise,
mais c'est une ambition chinoise qui dépend étroitement de la volonté de la Russie de coopérer avec la Chine, puisque cette route maritime suit les côtes de la Russie au niveau de la Sibérie, mais permet un gain de presque 3 semaines de navigation. Donc c'est une route très intéressante. Pour le moment, ce n'est pas une route qui est exploitable l'hiver en raison de la prise en glace des eaux maritimes. Et la BRI, c'est cet ensemble-là. Vous le voyez, en fait, là, on parle des routes de la soie, mais c'est devenu en fait un terme générique, puisque aujourd'hui, on y intègre le continent africain, mais également les États sud-américains et centra-américains qui ont un rapport avec la route de la soie. Donc on voit que c'est un système absolument gigantesque, un mécanisme quasi planétaire, et dans lequel est totalement intégrée la Russie, comme nous l'avons dit. Alors, en revenant sur la Russie, en mettant la focale sur la Russie, on voit que la BRI, qui implique un certain nombre de routes continentales, bien sûr, concerne évidemment la Russie, puisque là, on a des voies ferroviaires qui passent par la Russie pour rejoindre l'Europe occidentale à partir du territoire chinois. Donc on a un maillage qui est très habilement fait, puisqu'il concerne à la fois la Russie, donc partenaire important, mais aussi évite la Russie et passe par l'Asie centrale, dont on a dit tout à l'heure qu'elle fait l'objet et elle continuera à faire l'objet d'une rivalité, je dirais, sourde, en sourdine en tout cas, entre la Russie et la Chine. Alors, les convergences politiques, ce qu'on voit, c'est que depuis l'annexion de la Crimée en 2014, la Russie et la Chine se sont rapprochées sur presque tous les aspects de la relation sino-russe. On voit qu'en 2014, Pékin s'était abstenu de voter en faveur de la résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, qui tendait à invalider les résultats du référendum séparant la Crimée de l'Ukraine. En 2016, Xi et Poutine ont signé un accord qui visait à rendre complémentaires les projets politico-économiques transnationaux dont j'ai parlé, c'est-à-dire la BRI et l'Union économique eurasiatique de la Russie. À partir de 2015, Moscou a semblé faire des compromis sur l'Asie centrale, tout en gardant un œil attentif sur la pénétration chinoise dans cet espace. En 2017, on voit que la Chine et la Russie ont utilisé pour la 6e fois leur veto pour bloquer une résolution du Conseil de sécurité concernant la Syrie. C'était à l'époque où le régime de Bachar al-Assad a été accusé d'utiliser l'arme chimique. En 2021, la Chine et la Russie ont soutenu la suppression des sanctions économiques contre l'Afghanistan. Et de manière générale, on a une coopération sino-russe permanente pour atténuer les sanctions qui touchent aussi bien la Corée du Nord que l'Iran, et une collaboration entre les deux pays au sein d'institutions multilatérales diverses comme le G20, l'APEC, l'ASEAN+, ou le dialogue Shangri-La. Bon, la convergence est aussi sécuritaire, puisque l'annexion de la Crimée a déclenché une coopération beaucoup plus approfondie entre les armées russes et les armées chinoises. Par exemple, on voit depuis 2014 que les exercices conjoints entre les deux pays se sont multipliés. En 2016, par exemple, pour la première fois, la Chine et la Russie ont mené un exercice de sécurité aérospatiale. Et en 2018, la Chine a été incluse également pour la première fois dans l'exercice annuel du commandement stratégique de la Russie. En 2019, Russes et Chinois ont réalisé pour la première fois une patrouille aérienne stratégique conjointe. Alors, quand on parle de force stratégique, on parle donc bien aussi bien les unités navales, donc généralement les sous-marins, que des avions qui sont porteurs de l'arme nucléaire. Donc on est sur un degré de coopération de plus en plus élevé qui implique une confiance relativement importante entre les partenaires, puisqu'ils vont tester leur capacité d'interopérabilité et tester leur capacité à répondre ensemble à une menace identifiée. Donc on voit qu'il y a eu une montée en gamme tout à fait significative de la coopération entre la Chine et la Russie à ce niveau, qui s'est encore manifestée en 2021 lorsque des manœuvres navales conjointes ont été effectuées par la Chine et la Russie au large du Japon. Et cette convergence sécuritaire, elle se traduit par des contrats d'armement. La Russie a vendu 24 avions de combat Sukhoi 35, 6 systèmes de défense aérienne S-400 qui sont supposés absolument infaillibles, et 4 sous-marins de la classe Lada à la Chine.
Il y a également eu un contrat en 2015 de production conjointe d'hélicoptères de transport. Et on voit que de 2016 à 2020, 77% de toutes les importations d'armes chinoises provenaient de Russie. Donc on voit qu'on a, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire une relation qui est forte, qui est déséquilibrée, mais qui crée de l'interdépendance entre les deux acteurs. Et du point de vue sécuritaire, la Chine est en partie dépendante de la Russie. Alors, ça a mené évidemment à des constructions sécuritaires, comme par exemple l'organisation du traité de sécurité collective, l'OTSC, qui est en fait une organisation intergouvernementale à vocation politico-militaire qui a été fondée en octobre 2002, sous l'égide de la Russie. Et l'objectif est notamment l'objectif visant la sécurité et la stabilité. Et c'est un objectif qui doit être atteint en utilisant des leviers de politique étrangère, des affaires militaires, la recherche de nouvelles technologies militaires et la lutte évidemment contre les menaces transfrontalières. L'OTSC regroupe l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, la Russie et le Tadjikistan. Et dans les faits, c'est un mécanisme qui est largement dominé par la Russie. On a parlé de l'OTSC il n'y a pas longtemps, vous en souvenez peut-être, au Kazakhstan en janvier 2022. Donc peu avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, l'OTSC a déployé des troupes au Kazakhstan, à Astana, pour soutenir le gouvernement kazakh qui était déstabilisé, peut-être vous en souvenez-vous, par des émeutes massives à ce moment-là. Et c'était un contingent qui était assez important, puisque c'était à peu près 3000 soldats, principalement russes, mais aussi avec des Biélorusses, des Arméniens, des Tadjiks et des Kirghizes. Et c'est une intervention qui avait été sollicitée par le président kazakh, donc Tokayev, qui l'a présentée à l'époque comme une opération antiterroriste, donc entrant tout à fait dans le champ de compétences de l'OTSC. Alors, on a là une diapo qui reprend en fait les États membres de l'OTSC, donc c'est ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Alors l'OTSC, ce sont principalement des manœuvres régulières entre les acteurs. Alors j'ai listé là les manœuvres, je ne vais pas, je peux revenir tout à l'heure si j'ai des questions là-dessus. Donc il y en a un certain nombre. Et notamment, il y a le Kazakhstan en 2022, qui n'était pas donc, une manœuvre, mais qui était une opération de l'OTSC. Et plus récemment, dans le cadre de la guerre entre les Arméniens et les Azéris, les Arméniens ont reproché à la Russie de n'être pas intervenus dans le cadre de l'OTSC pour bloquer l'offensive azérie sur le Haut-Karabakh, donc les Arméniens appellent l'Artsakh. Donc, ce n'est pas une organisation dormante. Alors, à côté, on a l'Organisation de coopération de Shanghai, qui a succédé à quelque chose qui s'appelait le groupe de Shanghai, en 1995, créé sous l'égide de la Chine, qui avait été institué par la Chine et le Kazakhstan, le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Tadjikistan. Et l'objectif du groupe de Shanghai était d'éviter que se développe la menace islamiste au niveau de l'Asie centrale, qui était un objet de préoccupation fort pour les Chinois, puisque les Chinois craignaient une contagion sur le Xinjiang. À partir de là, le groupe de Shanghai s'est institutionnalisé et est devenu donc en 2002, en 1997, pardon, l'Organisation de coopération de Shanghai. Et son objectif est de répondre aux bouleversements géopolitiques de la région. Et l'organisation a institutionnalisé une coopération entre les États pour assurer la sécurité collective de ses membres. Et la Chine et la Russie sont évidemment au centre en fait, de cette entente. Alors, cette coopération, elle se situe au niveau diplomatique. Alors, on a un peu des points de convergence diplomatique réguliers, c'est-à-dire que la Russie et la Chine prônent le désarmement et le contrôle des armes de destruction massive, la défense antimissile, la maîtrise de la défense antimissile en Europe et en Asie. Russes et Chinois convergent aussi sur les dossiers iraniens et nord-coréens, sur la question du Kosovo, sur la question de l'OTAN, et de manière générale ont tendance à essayer de faire front contre l'unilatéralisme américain. En sachant que on identifie des perceptions communes entre, de la Russie et de la Chine par rapport aux États-Unis. L'idée est de faire front commun contre cet unilatéralisme américain dont j'ai parlé,
Notamment, les Chinois et les Russes ont eu une lecture qui était à peu près similaire de ce qu'on appelait les révolutions de couleur, en Géorgie, en Ukraine, au Kyrgyzstan. Il s'agit aussi de lutter contre l'influence américaine dans le Caucase, contre l'influence américaine en Asie centrale, et aussi bien Russes que Chinois ont une perception commune d'une fracture civilisationnelle et géostratégique au niveau mondial entre l'Occident mené par les États-Unis et le reste du monde. Alors, on a un indicateur intéressant, la résolution ES 11.1 de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui est en fait une résolution issue dans le cadre de la 11e session extraordinaire d'urgence de l'Assemblée générale. Cette résolution a été adoptée le 2 mars 2022 et elle déplorait l'invasion de l'Ukraine par la Russie et exigeait un retrait complet des forces russes, ainsi qu'un retour sur la décision de la Russie de reconnaître les républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Luhansk. Et cette résolution a été parrainée par 96 pays, a été adoptée par 141 voix pour, 5 contre et 35 abstentions. Ce que montre cette carte, c'est effectivement, en rouge, c'est la Russie et les États qui ont soutenu la Russie, donc qui ont voté contre la résolution. Ce qui est plus ou moins jaune, ce sont les États qui se sont abstenus, et en vert, on a l'ensemble des États qui ont voté pour. Alors, un mois plus tard, on a eu un autre indicateur intéressant, c'est le vote de l'Assemblée générale des Nations Unies suspendant la Russie du Conseil des droits de l'homme, donc le 7 avril 2022. Et cette résolution a été adoptée par 93 votes pour, 24 contre et 58 abstentions. Donc on voit que le nombre de votes contre et d'abstentions s'est considérablement accru, et que, en fait, on a évidemment Russie et Chine, cette fois, ont voté contre, mais que les États en vert, qui sont ceux qui ont voté pour, sont beaucoup plus fragmentés. Grosso modo, on retrouve les États de l'Occident au sens large. Cette résolution, en fait, a posé le problème aux États qui votaient contre. C'est parce que, autant que la première résolution était une résolution de principe condamnant l'invasion d'un territoire, autant cette deuxième résolution impliquait une action directe sur la Russie, c'est-à-dire le fait d'exclure les Russes d'une instance de l'ONU. Et on voit que lorsqu'on est passé dans cette application directe, un certain nombre d'États n'ont pas voulu faire ou avoir une posture diplomatique qui aille à l'encontre ou soit explicitement hostile à la Russie. Alors, a-t-on une volonté sino-russe de faire évoluer l'ordre mondial et le système international? Alors, il y a un concept sur lequel j'aimerais revenir un peu avec vous, qui est l'eurasisme. L'eurasisme, on en parle, c'est une doctrine géopolitique, une doctrine politique également, qui est née en fait en Russie au XIXe siècle, et qui considère que l'ensemble formé par la Russie et ses voisins proches, slaves, roumains, grecs ou musulmans, représente en fait une entité continentale en tant que telle, qu'ils appellent l'Eurasie. Et donc cette Eurasie représente une forme d'espace intermédiaire à cheval sur l'Europe et l'Asie. Et un géopoliticien russe qui est relativement connu, qui s'appelle Alexandre Dugin, a repris ces idées et y a intégré des visions, notamment celle de Samuel Huntington, qui est un géopoliticien américain qui est célèbre pour avoir conçu une vision du monde qui était une vision par bloc civilisationnel, et avoir tenté d'expliquer les fractures mondiales sur la base du principe de cette différence entre blocs civilisationnels. Et puis, Halford Mackinder, dont je parlerai dans une minute. Et selon Alexandre Dugin, la civilisation thalassocratique, anglo-saxonne, protestante, d'esprit capitaliste, est irréductiblement opposée à la civilisation continentale, russe, eurasienne, orthodoxe et musulmane, d'essence plus socialiste. Et le but du mouvement néo-eurasiste est de constituer un grand bloc continental eurasien pour lutter à armes égales contre la puissance atlantiste de manière générale. Alors, on voit qu'il y a ce type de construction. Elles ne sont pas explicites en Chine. On n'a pas en Chine l'équivalent de géopoliticiens comme ceux qu'on pourrait voir donc, en Russie, ou qu'on pourrait voir aux États-Unis ou dans certains pays européens. Néanmoins, les écrits ou la littérature grise qu'on peut voir émanant de Chine laissent penser qu'il y a une acceptation ou une adhésion des Chinois ou des stratèges chinois sur le concept de l'Eurasie.
Alors, à partir de là, on peut poser le postulat qu'on a effectivement une convergence aussi idéologique entre la Chine et la Russie, et qui amènerait à une volonté de bousculer l'ordre international pour essayer de l'infléchir dans un sens qui aille dans le sens des intérêts de ces deux pays. Alors, comment se fait ce bousculement? En fait, on a des exemples. On a, du côté russe, on a la question de la Crimée et de l'Ukraine, et du côté chinois, on a la question de la mer de Chine méridionale, et je vais m'expliquer là-dessus. Alors, le conflit, comment dire, la problématique de l'Ukraine, bon, on la connaît, je ne vais pas y revenir, mais en sachant que la genèse de la guerre que nous connaissons aujourd'hui remonte à la fin des années 1990, et plus formellement à 2004, avec ce qu'on a appelé la révolution orange à l'époque. Ça a été le premier processus. Ensuite, en 2014, on a eu des grandes manifestations qui se sont développées à Kiev lorsque l'Ukraine a refusé de valider l'accord avec l'Union européenne et donc a pris la décision de relancer un dialogue actif avec Moscou. À ce moment-là, on a eu d'importantes manifestations à Kiev, c'est ce qu'on appelait l'Euromaïdan. Et dans la foulée, en mars 2014, la Russie a pris la décision d'annexer la Crimée. Et c'est là où je veux en venir. C'est que l'annexion de la Crimée s'est faite le 16 mars, juridiquement, formellement, lorsqu'a été organisé un référendum d'autodétermination en Crimée. Ce référendum a été organisé par la Fédération de Russie, et le vote portait sur le rattachement de la péninsule de Crimée, c'est-à-dire le territoire de la République autonome de Crimée, plus la ville de Sébastopol. Et ceci prenant le nom de République de Crimée. Et ce rattachement a été validé par la Douma, donc par la Russie. Alors, ce à quoi je veux en venir, c'est qu'il y a eu en fait de la production juridique, de droit. Parce que l'Assemblée nationale, dans quel que soit le pays, le pouvoir législatif produit le droit. Et ce que la Douma, donc l'Assemblée nationale en Russie, a fait, c'est qu'elle a produit un corpus juridique validant la prise de contrôle et l'intégration de la Crimée par la Russie. Et on a là un contexte où on a donc une production de droit national qui s'oppose à ce moment-là au droit international. Et c'est intéressant parce que de l'autre côté de l'Eurasie, au niveau de la Chine, on a le même processus qui s'est fait un petit peu plus tôt. C'est-à-dire que dans ce contexte, ce que je vous présente là est la mer de Chine méridionale, qui donc se trouve au sud de la Chine. Et dans cette mer de Chine méridionale, nous avons un certain nombre de chapelets d'îles, les îles Spratly ici, les îles Paracel ici, sans compter un certain nombre d'autres îles et îlots. Et ces îles sont revendiquées par la Chine au nom selon le principe que toute cette mer, qui est limitée par ce qu'on appelle la ligne à 9 traits, ou la langue de bœuf, est une mer chinoise. Alors, où est la dimension juridique là-dessus? Elle existe par le fait qu'en 1992, l'Assemblée nationale populaire en Chine a décrété que toutes les îles et îlots situés en mer de Chine méridionale, mais aussi en mer de Chine orientale, au niveau des îles Senkaku, actuellement administrées par le Japon. Donc toutes ces îles étaient des îles appartenant à la Chine. De facto, la situation est la suivante, c'est-à-dire qu'on a une répartition sur les îles Spratly de la présence chinoise et des compétiteurs de la Chine dans cette région, que sont le Vietnam, les Philippines notamment. Donc chaque État a le contrôle d'un certain nombre d'îles. Mais là encore, on a eu de la production de droit. C'est-à-dire que l'Assemblée nationale populaire, qui produit le droit chinois, a décrété qu'en droit chinois, selon le référentiel juridique chinois, ces territoires-là étaient les territoires qui appartenaient à la Chine. Et on a là encore une opposition entre ce que dit le droit international à ce niveau-là et ce que dit le droit national chinois dans cette partie de l'Eurasie ou russe dans l'autre partie de l'Eurasie. Et la question qui se pose est effectivement dans quelle mesure ce bousculement de l'ordre international dont je parle ne passe pas par ce processus qui consiste à fabriquer du droit national, à faire du droit,
du droit de facto, ou des situations de facto, pardon, qui deviendront ou qui pourraient devenir des situations de iure au fur et à mesure que les équilibres mondiaux varieraient, évolueraient, peut-être en faveur de la Chine et en faveur de la Russie. Alors, ça nous amène à nous poser la question, je vous ai parlé beaucoup de l'Eurasie, donc de cet ensemble-là, d'un concept géopolitique qui est intéressant à ce niveau, qui est ce qu'on appelle le Heartland. Alors, ce concept-là, en fait, c'est une lecture géopolitique anglo-saxonne qui a consisté à dire que les puissances maritimes, les thalassocraties, notamment les États-Unis et l'Angleterre, la Grande-Bretagne, puisque les concepteurs les penseurs de ce concept géopolitique étaient anglo-saxons. Donc ce qu'ils prenaient, c'est que la puissance britannique ou la puissance américaine dépendait étroitement, d'une part, de l'accès aux espaces maritimes, bien sûr, mais également de l'accès aux parties côtières de l'Eurasie. Et il posait une question, une problématique, en disant, pour nous, puissance maritime, il nous est possible d'accéder ou d'exercer une influence sur le bord de l'Eurasie, mais il nous est impossible d'exercer une influence sur le cœur de l'Eurasie, parce que nous ne pouvons pas y accéder, même physiquement. Et là, de ceci découlait une problématique, c'est que si un État prenait le contrôle de cette partie centrale, était capable de pérenniser son contrôle, était capable d'étendre son influence sur les parties côtières de l'Eurasie, il interdirait potentiellement tout accès à l'Eurasie à ces puissances thalassocratiques. Et donc l'enjeu était pour la Grande-Bretagne et plus tard pour les États-Unis de garder le contrôle du bord de l'Eurasie. Ce qui a donné en fait, plus schématiquement, cette partie en bleu qui est la partie qui devait être sous contrôle ou rester sous contrôle ou sous influence, notamment des États-Unis à partir de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ça a donné lieu à la construction d'alliances qu'on connaît fort bien, l'OTAN, dont on parle beaucoup évidemment, le pacte de Bagdad, qui à l'époque concernait l'Iran et l'Irak, l'OTAS, l'Organisation de traité de l'Asie du Sud-Est, et puis bien sûr la présence américaine au niveau du Japon et de la Corée. Et quand on regarde l'ensemble de ces alliances, de ces mécanismes, on voit qu'effectivement, il y avait une forme de contrôle effectif de la part des États-Unis et de leurs alliés de l'ensemble de la partie côtière d'Eurasie. Et qu'on voit encore ici. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, pourquoi je relis le Heartland avec vous dans le cadre de cette réflexion sur la relation entre la Chine et la Russie, c'est que si on part du principe qu'il y a une convergence de plus en plus grande entre ces deux acteurs, et que ces deux acteurs de surcroît ont un objectif géopolitique commun, qui est de repousser l'influence américaine. Leur convergence de plus en plus importante fait que, au fond, ils sont en train de s'unir, et on peut poser une sorte de carte au moins théorique, on peut tout à fait le poser comme hypothèse, ça reste une vue de l'esprit, mais qui est confirmée par ce que nous avons dit en termes de convergence diverse, qu'on a une sorte d'ensemble qui se crée, un ensemble qu'on peut considérer comme cohérent du point de vue géopolitique, et qui présente une caractéristique, c'est qu'il ressemble à ce fameux Heartland dont je parlais, dont les Britanniques et les Américains craignaient la Constitution, mais il n'occupe pas le même espace géographique. L'espace géographique qu'il occupe, ce n'est plus ici, qui correspondrait grosso modo à la Sibérie ou à l'ancienne URSS, mais c'est cet ensemble-là, et ça rend totalement inopérant ce que les États-Unis ont essayé de faire, c'est-à-dire une limitation de l'influence à partir de l'espace côtier. Donc, que faire? Ça signifie que le Heartland s'est déplacé, s'est agrandi, et que cette partie-là, qui est celle qu'on appelle le Rhineland, qui est celle où se déploie la je dirais pas la contre-offensive, mais la contre-pression des États-Unis, ne se fait plus au niveau de l'espace côtier, mais se fait au niveau de l'espace maritime. Et on a là peut-être un des basculements majeurs en termes géopolitiques, du point de vue géopolitique au niveau mondial. C'est-à-dire que ce basculement du Heartland, le fait qu'il y ait une convergence de plus en plus importante entre la Russie et la Chine, et qu'on puisse même imaginer au niveau géopolitique un ensemble cohérent sino-russe, implique pour les États-Unis
pour les États insulaires alliés aux États-Unis, comme le Japon, comme les Philippines, plus loin comme l'Australie, de revoir complètement la manière dont ils voient ou ils appréhendent l'espace maritime. Et si je reprends la carte précédente, vous voyez que j'ai mis deux flèches qui montrent là où s'exerce dorénavant la pression de ces puissances continentales, ou de cette puissance continentale sino-russe, en direction de l'espace maritime et de l'océan Pacifique de ce côté-là, en direction de l'espace continental, c'est-à-dire l'Ukraine de l'autre côté. Et donc, c'est quand on réfléchit à cette question-là qu'on voit qu'on ne peut pas du tout détacher ce qui se passe à l'Orient, du côté oriental de l'Eurasie, et ce qui se passe du côté occidental de l'Eurasie, parce que ces dynamiques-là sont géopolitiquement liées. Donc on doit absolument les considérer en changeant de niveau d'analyse à chaque fois, et en gardant à l'idée qu'on a affaire à un ensemble cohérent, de plus en plus cohérent, pas forcément intégré, mais de plus en plus cohérent, sino-russe. Alors, les points de divergence. Il faut savoir que, alors j'ai montré tout à l'heure qu'il y avait eu une expansion de l'Empire russe, et que cet empire, en fait, s'est étendu jusqu'au niveau de Vladivostok. Or, vous vous souvenez sur la carte que j'ai montrée au début, cette région-là, au niveau de Vladivostok, appartenait à l'Empire chinois. C'est-à-dire qu'elle a basculé sous influence russe lorsque l'Empire chinois s'est affaibli et que les Chinois ont dû signer des traités dits inégaux, les tout premiers ayant été avec l'Empire russe, qui avaient pour conséquence de céder une partie du territoire de l'Empire qui passait donc sous domination de l'autre empire. Donc ces régions-là sont historiquement en fait des régions chinoises, ou qui ont été en tout cas sous contrôle de l'Empire, et qui aujourd'hui sont des régions russes, mais bien que la Russie et la Chine aient signé des accords de frontaliers, normalement qui pérennisent la frontière actuelle entre la Russie et la Chine, il faut quand même se rappeler que ces territoires-là, qui ont appartenu à l'Empire des Qing, ont échappé ensuite à la République de Chine, devenue la République populaire de Chine. Et donc, ce sont des territoires qui sont sensibles de ce point de vue. On voit très très bien, si vous suivez un petit peu le conflit en Ukraine, qu'aujourd'hui, cette question des territoires perdus se repose avec acuité alors qu'on n'en parlait plus. Et notamment de la part des Polonais qui remettent en avant le fait que certains des territoires qui composent l'Ukraine aujourd'hui étaient des territoires polonais. J'ai parlé de l'enclave de Kaliningrad tout à l'heure pour vous dire que cette enclave est très sensible parce qu'elle réveille à nouveau, on le voit, si ce n'est des ambitions, au moins l'attention de pays qui historiquement ont contrôlé cette partie, qui était la Prusse orientale, c'est-à-dire l'Allemagne et la Lituanie et la Pologne. Donc ce sont des non-dits informulés en termes géographiques, mais qu'on doit absolument garder à l'esprit, c'est-à-dire que des territoires qui ont appartenu à un moment donné à un pays sont susceptibles de refaire l'objet de revendications à un autre moment. Là encore, c'est la même carte, mais qui montre en rouge par rapport à la République populaire de Chine aujourd'hui, tous ces territoires perdus, et on voit qu'une partie de ces territoires appartiennent aujourd'hui à la Russie. En sachant que la frontière actuelle, je l'ai déjà montré, donc, et la frontière, donc, à l'époque de l'URSS, était celle qui figure sur cette carte. Alors, cette frontière n'est stabilisée que depuis peu de temps. Le dernier conflit entre la Russie et la Chine, à l'époque l'Union soviétique, remonte en 1969. Ça a été un conflit extrêmement bref, extrêmement sanglant, qui s'est développé sur le fleuve Ussuri, et qui a opposé donc, les armées soviétiques et l'armée chinoise à l'époque pour le contrôle d'un certain nombre d'îles situées sur ce fleuve. Donc c'est une frontière, comme je vous l'ai dit, qui est stabilisée aujourd'hui, mais qui, il y a quelques décennies, était une frontière qui était hautement sensible en termes d'interaction conflictuelle. Alors là, encore une diapo sur la frontière sino-russe aujourd'hui. Donc ce que montre la diapo, c'est que là où on avait des différents frontaliers au niveau de la frontière russe, ils ont été réglés par un accord donc, entre les deux pays.
et que, ce que je vous disais tout à l'heure, on a des concentrations urbaines importantes au niveau de la Chine, ici, donc dans l'ancienne Mandchourie, et ce qui nous amène à parler d'un autre problème, qui est celui de l'extrême-orient russe. Alors, l'extrême-orient russe, c'est cette partie représentée en rouge, ici. On voit que c'est cette partie qui est frontalière de la Chine. Tout à l'heure, je vous avais montré une diapo en termes de démographie qui montre que l'essentiel de la population russe se concentre dans la partie occidentale du pays. Et qu'on a relativement, enfin on a des populations ici, mais en gros pour l'ensemble de la Sibérie, c'est à peu près 20 millions de personnes. Donc ce sont des régions qui sont, du point de vue démographique, et cette carte le montre mieux, relativement dépeuplées. Et la question que posent des analystes sur cette question, c'est est-ce que le vide, au fond, appellerait les populations chinoises? Je m'exprime mieux que ça. Est-ce que le fait qu'on ait un déséquilibre démographique des deux côtés de la frontière serait de nature à, un jour, favoriser l'implantation de plus en plus importante de populations chinoises en Sibérie? Alors, toujours dans l'enjeu sibérien, cette carte est encore plus parlante. En termes de densité, on voit qu'on a extrêmement peu de densité de population dans cette région-là. Cette absence de population fait qu'il y a des besoins économiques et que ce sont les Chinois qui remplissent ces besoins économiques. On estime aujourd'hui qu'il y a à peu près 5 millions de Chinois qui sont répartis le long de la frontière sino-russe, mais du côté russe, qui permettent à l'économie russe de fonctionner, mais qui en même temps font émerger ou réémerger la crainte en Russie de ce que, à l'époque de Solzhenitsyn, on appelait le péril jaune. Et du point de vue symbolique, on a un arc impérial qui a été construit sur la ville extrême-orientale de Blagoveshchensk, et lors du discours d'inauguration de cet arc, il a été dit que la terre le long de l'Amour est et sera toujours russe. Ceci était dans le discours d'inauguration de l'arc en 2005. Pour autant, il s'agit là d'une volonté russe ou d'un narratif russe par rapport à l'Extrême-Orient, mais on trouve du côté chinois un narratif un peu différent qui dit qu'il y a un moment où la relation entre la Chine et la Russie deviendra suffisamment déséquilibrée au détriment de la Russie pour que la Russie soit tenue d'entrer dans une forme de négociation avec la Chine pour permettre une présence chinoise de plus en plus importante en Sibérie. Et on pourrait avoir ce type de représentation. La carte s'intitule « La vulnérabilité russe », c'est-à-dire une large partie de l'Extrême-Orient russe, où il y a très peu d'habitants, donc 14 millions à peu près, qui soit mise en valeur de plus en plus par l'arrivée d'immigrants chinois. Cette arrivée-là se ferait en accord avec les autorités russes et serait le résultat d'un déséquilibre en termes de relations lié au fait que, on l'a vu, la Russie est de plus en plus dépendante de la Chine, même si, on l'a vu aussi, la Russie cherche à diversifier ses alliances, ses marchés, de manière à ne pas devenir totalement dépendante de la Chine. Alors, un futur possible porterait sur le fait qu'effectivement, toute cette partie-là pourrait faire l'objet de revendications de la part de la Chine. Alors, on ne parle pas d'invasion, hein, mais on parle de volonté de la part de la Chine de pouvoir exercer une présence plus active dans cette région-là, et de facto, donc, d'y exercer une forte influence. Et ce que l'on trouve parfois sur certains tweets, des représentations qui sont émises par des Chinois, alors elles sont évidemment un peu, je dirais caricaturales, mais ce que montre cette représentation qui circulait sur les réseaux sociaux, c'est, en gros, tout ça c'est la Chine, et le reste c'est la Russie. Et du point de vue démographique, en tout cas, ça aurait du sens. Alors, il y a, et je vais
presque conclure. Il y a des divergences sur l'Asie centrale, donc on a là une représentation en Asie centrale. L'Asie centrale fait l'objet d'une attention particulière de la part de la Russie, qui cherche à y maintenir son influence. On a vu l'intervention russe dans le cadre de l'OTSC au Kazakhstan à la demande des autorités kazakhes le 11 janvier 2022, mais on a vu également que l'Asie centrale est très impliquée dans le cadre du projet des Routes de la Soie et de la BRI. Donc on a là deux super acteurs qui cherchent chacun à maintenir ou à développer leur influence sur cette région-là. La BRI, donc j'en ai remis j'ai remis une diapo qui la montre. On voit que ce sont c'est un maillage par des infrastructures à la fois routières, énergétiques, et l'implantation de sociétés ou d'acteurs chinois dans les économies des différents pays concernés par cette région. Alors c'est une compétition économique, évidemment, entre la Russie et la Chine, donc je ne vais pas trop m'y attarder parce que l'heure passe, mais on voit, alors en rouge, ce sont les parts de marché chinoises, en bleu les parts de marché, je ne sais pas si elles se voient bien de loin, ce sont les Russes. On voit qu'ils sont à parité dans certains pays comme l'Ouzbékistan. Au Kazakhstan, les Russes restent très, très présents, mais dans un pays comme le Turkménistan, la Chine a pris une grosse importance au niveau économique. Alors, c'est aussi une région où il y a beaucoup d'installations militaires. Les Russes sont présents au niveau militaire au Tadjikistan. Ils sont présents au Kazakhstan. Les Chinois sont également présents au Tadjikistan. Et on s'interroge sur leur présence éventuelle en Afghanistan. Alors cette diapo montre en fait les installations militaires exclusivement russes. Elles sont de tout type, hein, des installations de beaucoup de surveillance, des installations également aériennes, la présence de l'armée de terre aussi, et puis la présence de missiles également. Alors, les faiblesses, en ce qui concerne la Russie et la Chine, pour résumer, on a vu qu'il y avait une convergence importante, on a vu qu'elle a mené ces acteurs à avoir des postures diplomatiques et sécuritaires qui étaient communes sur des points qui leur semblent des points tout à fait fondamentaux, notamment dans leur volonté de faire évoluer ou d'essayer de faire évoluer le système international aujourd'hui. Et ces acteurs, à la fois, donc, essayent de créer de nouveaux mécanismes en fait, en termes de coopération intergouvernementale, comme on a vu les mécanismes économiques ou sécuritaires, mais dans les institutions qui sont déjà existantes, comme l'ONU, on voit que la Russie et la Chine s'adossent. Mais autant les Russes que les Chinois ont des faiblesses dont ils doivent prendre compte, ils doivent se tenir compte en tout cas, au moins pour la décennie qui vient. En ce qui concerne les Russes, il y a la guerre en Ukraine, dont on ne sait toujours pas, in fine, quels vont être les résultats aujourd'hui. Il y a la question des sanctions occidentales qui sont apparues moins opérantes que ce que mettaient en avant les experts il y a un an, mais qui néanmoins pèsent, grèvent en tout cas, sur l'économie russe. On a vu qu'il y avait une économie déséquilibrée, c'est-à-dire principalement une économie de rente, et que la démographie est aujourd'hui tout à fait insuffisante, ce qui pousse les autorités russes à essayer de mettre en place des politiques favorisant la démographie russe. À côté de ça, on a les faiblesses chinoises. La Chine est très dépendante dans le domaine énergétique. Or, la puissance économique chinoise vient de sa capacité à utiliser de l'énergie. Or, cette énergie, on la trouve en Chine sous forme de charbon, on la trouve un peu sous forme de pétrole, mais essentiellement, on la trouve à l'extérieur de la Chine pour tout ce qui concerne les hydrocarbures qui viennent de Russie, d'Asie centrale, du Moyen-Orient ou d'Amérique latine. La Chine a une inexpérience dans le domaine militaire en situation réelle, donc ça peut être un handicap en cas de conflit. Elle a une démographie qui est en très forte baisse programmée, puisque la population chinoise va décroître dans les décennies à venir, et ça s'accompagne d'un vieillissement de la population aujourd'hui, qui fait qu'une partie de l'effort de la production économique chinoise va être orientée vers la gestion de la partie âgée de la population. Donc on a là des questionnements qui peuvent remettre en cause les dynamiques que nous avons développées dans le cadre de cette présentation.
qui pour le moment ne pèsent pas, mais qu'on doit garder à l'esprit quand on essaye de comprendre ou d'imaginer l'avenir de la relation sino-russe. Voilà, je vous remercie et je suis à votre disposition pour répondre à vos questions. Oui. Et la Mongolie dans tout ça, alors, avec sa petite population? Alors, pour autant que je sache, la Mongolie donc, est un État enclavé, qui est totalement dépendant dans ses relations, enfin en tout cas pour ses exportations et ses importations, des relations qu'elle entretient avec la Chine et avec la Russie. Donc ce que Ulaanbaatar fait depuis maintenant 2 décennies en tout cas, c'est d'essayer de garder un équilibre diplomatique entre les deux pays et aussi de développer des relations avec des pays plus lointains et c'est notamment en particulier, pour autant que je sache, avec le Japon. Mais je ne peux pas vraiment développer davantage la question de la Mongolie parce que je n'ai pas étudié en fait ce point-là. Oui. On ne peut pas dire que les sanctions liées à la guerre en Ukraine ont jeté la Russie dans les bras de la Chine, parce que probablement les relations existent déjà avant et peut-être qu'elles se sont accélérées, mais c'était déjà acté. Donc les sanctions n'ont pas provoqué un gros glissement de la Russie vers la Chine. De mon point de vue, elles ont favorisé quand même le fait que la Russie se tourne davantage vers la Chine, notamment parce que une partie du marché énergétique russe se trouvait en Europe occidentale. Et ce marché-là s'est fermé à l'exportation des hydrocarbures. Et on a eu parallèlement, comme on l'a vu tout à l'heure, des accords qui ont à ce moment-là été passés entre la Russie et la Chine pour que cet excédent, en fait, cette production-là, soit réorientée en direction de la Chine. Donc je dirais quand même, au moins au niveau énergétique, que la Russie s'est tournée vers d'autres marchés, et en particulier en fait, le marché eurasiatique, et particulièrement le marché chinois. Donc les sanctions ont quand même eu un effet de ce point de vue. Probablement la Russie s'y était-elle déjà préparée, de toute façon. L'impact est réel. C'est-à-dire, si je prends le cas de notre pays, la part de notre commerce extérieur dévolue à la Russie n'était pas négligeable. L'action ou la capacité des entreprises françaises à travailler en Russie ou à continuer à exercer leurs activités en Russie, cette capacité s'est réduite. Elle n'a pas été totalement annulée, puisqu'il y a toujours les entreprises françaises qui travaillent en Russie, mais leur activité est devenue plus difficile et certaines se sont retirées de ce marché. D'autres entreprises, comme McDonald's, s'est retirée également du marché russe. Donc, de facto, on a eu quand même une diminution des échanges et de l'implication économique des pays occidentaux sur le marché russe, et un réajustement, une réorientation là encore du marché russe, soit le fait de développer le marché domestique. Je prends le cas de McDonald's, puisque McDonald's a été repris par une entreprise russe, donc qui fait en fait du fast-food à la russe aujourd'hui, soit d'essayer de chercher des marchés vers des pays qui restent ouverts aux exportations russes. Oui. Si demain la Chine décidait d'envahir Taïwan, vu la coopération militaire qu'il y a entre la Chine et la Russie, est-ce que vous pensez que les Russes pourraient intervenir, surtout si vous pensez que les Américains soutiendraient les Taïwanais? Ce qu'on voit, c'est que la Chine n'intervient pas dans le conflit d'Ukraine, en tout cas pas directement. Les Américains ont accusé les Chinois, mais sans fournir de preuves particulières, de fournir des éléments, non pas des armes directement aux Russes,
mais des éléments qui leur permettent en fait de fabriquer des armes comme des microprocesseurs notamment. Donc on voit qu'il y a une application peut-être en arrière-plan en fait, de la Chine dans le cadre du conflit ukrainien, mais ce n'est pas une application directe. En partant de là, on peut poser l'hypothèse que s'il y avait un conflit entre la Chine et Taïwan, donc un conflit ouvert, avec une action militaire chinoise en direction de Taïwan, l'action de la Russie pourrait être du même ordre. A priori, la Russie est présente dans le Pacifique Est, il y a là une flotte qui évolue dans cette région, comme l'ont montré d'ailleurs les manœuvres conjointes entre la Chine et la Russie au niveau du Japon. Donc il y a une capacité de manœuvre conjointe, il y a une capacité d'interopérabilité, mais pour autant, il n'est pas certain que les Russes s'investissent au niveau de Taïwan, parce qu'ils sont eux-mêmes concernés par l'Ukraine, et parce que probablement la Chine n'a pas besoin des Russes pour intervenir sur Taïwan. En termes de capacité, au moins du point de vue quantitatif, la marine chinoise est aujourd'hui la plus grande du monde. Donc en termes de nombre d'unités, elle dépasse la marine américaine. J'en parlerai dans 2 semaines. Mais au niveau quantitatif. Mais au niveau qualitatif, on ne sait pas bien ce que ça implique, puisqu'il n'y a pas d'expérience militaire de la part de la marine chinoise, puisque les Chinois ne sont plus entrés dans un conflit armé depuis la guerre avec le Vietnam en 1979, qui était une guerre terrestre, non pas maritime. Donc on ne sait pas bien ce que ça donnera, mais au moins en termes de capacité au niveau quantitatif, les Chinois semblent tout à fait à même de mener une tentative d'invasion de Taïwan. Donc pour répondre à votre question encore une fois, je ne crois pas que les Russes s'investiraient, parce que les Chinois n'en auraient pas besoin, et parce que ce qu'on voit aussi aujourd'hui de la convergence sino-russe, aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas la même chose dans 10 ans, c'est plutôt une aide en arrière-plan, et qui se traduit, on l'a vu, par des postures diplomatiques, par une aide en termes de capacité technologique pour la fabrication d'armes, etc. Donc c'est un point qui est à voir. Oui. Oui, je voulais savoir s'il y a des convergences ou plutôt des rivalités entre la Chine et la Russie concernant l'Afrique. Leurs intérêts en Je réponds de manière incomplète en fait à la question parce que ça c'est une spécialité à part entière en fait l'Afrique. Mais ce qui me semble, c'est qu'il y a des acteurs économiques russes en Afrique, où, si je prends le cas qui a été beaucoup médiatisé de l'agence Wagner, qui est présente dans différents pays en Afrique, par exemple le Niger, mais également en Centrafrique, les indices que j'ai pu lire à ce sujet montraient que l'action de Wagner était à la fois une action sécuritaire, donc elle intervenait sur le terrain au service des autorités, donc dans le cadre d'une dynamique qui était une dynamique voulue par Moscou, qui était une dynamique de soutien au pouvoir en place, mais que aussi dans ce que faisait Wagner, il y avait un volet économique. On a beaucoup parlé des mines de diamants et du fait que Wagner était aussi un acteur économique, c'est-à-dire qu'elle sécurisait des lieux de production et en même temps en tirait un avantage qui était un avantage économique. Mais derrière, ça n'en fait pas, me semble-t-il, un acteur économique à part entière, parce que l'action de Wagner se développe d'abord sur le champ sécuritaire et militaire. Après, il existe d'autres acteurs économiques russes, notamment des acteurs pétroliers, qui sont présents, par exemple, au Soudan. Mais je crois malgré tout que la présence russe sur le continent africain n'est pas de même nature que la présence chinoise. La présence chinoise sur le continent africain a d'abord été une présence qui était économique. Pour mémoire, les Chinois ont pris pied en Afrique par le biais du Soudan, à l'époque où le Soudan n'était pas encore divisé en Soudan et Soudan du Sud, et à l'époque où le Soudan faisait l'objet de sanctions internationales suite à la guerre du Darfour.
Et à ce moment-là, notamment les entreprises pétrolières, dans ce pays qui est un pays où il y a une importante production pétrolière, les entreprises pétrolières occidentales ont dû se retirer du marché puisqu'elles étaient contraintes de le faire. Et ce marché-là, donc, s'est avéré ouvert, et ce sont des entreprises pétrolières chinoises qui se sont implantées sur le marché soudanais, ont permis l'exploitation de pétrole soudanais et ont permis ce qu'on a appelé l'accord marché contre armes, pétrole contre armes. Autrement dit, la Chine a payé son pétrole en armes et a permis donc d'équiper l'armée soudanaise en armes légères et moyennes. Et cette pénétration, donc, elle s'est faite ensuite progressivement à partir du Soudan, au moins dans cette partie d'Afrique. Et les acteurs dans ce qu'on appelle la Chine-Afrique sont d'abord des acteurs économiques qui viennent en tout cas qui investissent des espaces économiques qui ont pour caractéristique de permettre la production de matières premières et l'acheminement de cette matière première en direction de la Chine. La Chine, pour autant que je sache, a relativement peu implémenté d'entreprises locales qui soient pérennes dans leur activité. Alors, je le dis avec quelques réserves, que je ne suis pas spécialiste du champ, mais néanmoins, ce que font les Chinois, c'est principalement s'intéresser à ce que l'Afrique a comme capacité énergétique et de manière générale en termes de matières premières, pour permettre leur acheminement vers la Chine, où elles sont utilisées dans le cadre du développement de l'économie chinoise. Après, il y a une présence également sécuritaire, c'est-à-dire que les Chinois sont maintenant présents à Djibouti, où ils ont créé une base navale, qui est la 3e, donc à Djibouti, ou même la 4e, puisqu'il y avait les Français historiquement, les Américains, dans le camp Lomonier, donc qui est à côté de la base française, les Japonais qui sont présents dans le cadre de la lutte contre la piraterie, et donc les Chinois qui sont présents depuis 2016 dans le cadre de leur propre base. Mais la présence militaire chinoise en Afrique est moins dirigée, me semble-t-il, sur l'Afrique elle-même que sur la capacité pour la Chine, à partir d'une base navale, de pouvoir faire une projection de puissance maritime lorsque ses intérêts nécessiteront une telle capacité de projection de puissance maritime. Voilà, donc je ne crois pas qu'il y ait une rivalité, en fait, de mon point de vue, entre Chinois et Russes aujourd'hui en Afrique, au moins au regard de ce qu'on a comme élément, mais ça peut changer. Il faudra bien sécuriser les sources d'approvisionnement à un moment donné. Oui, tout à fait. Parce que l'objectif, quelque part, est le même, mais pas avec les mêmes moyens. Oui, sans conteste, effectivement. Je voulais vous féliciter pour la présentation en 1 heure de ce sujet-là, parce que c'est vaste. Je vous remercie. Voilà. Excusez-moi. Pardon, oui, il y avait un monsieur qui a une question depuis tout à l'heure. Oui, j'ai une question toute simple. Au regard du déséquilibre de PIB entre ces deux pays, il y en a un qui est un tout petit, comme la Russie et la Chine, qui va devenir le numéro 1. Est-ce que la Chine ne se sert pas de la Russie, c'est la question que je vous pose, pour, gagner le bras de fer qu'elle a avec les États-Unis, au niveau technologique, sur les vrais enjeux futurs? J'aurais tendance à dire oui, et ça marche dans les deux sens. C'est que probablement les Chinois, effectivement, sont intéressés par... en tout cas, trouvent un intérêt à s'appuyer sur la Russie, effectivement, et la Russie trouve un intérêt à s'appuyer sur la Chine, avec ses objectifs convergents dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire essayer de repousser l'influence américaine et de créer en tout cas un espace d'influence qui soit suffisant pour ce que j'ai présenté comme étant éventuellement, au point de vue géopolitique, un ensemble cohérent et quasiment géopolitiquement intégré qu'est la Russie et la Chine. Oui, ma réponse serait plutôt oui à votre question. Absolument. Oui. Oui, donc je voulais revenir. Je trouve que vous n'avez pas assez insisté sur le déséquilibre, justement, je rebondis en plus sur cette question qui vient d'être posée, sur le déséquilibre phénoménal qu'il y a quand même entre la Russie et la Chine, ne serait-ce qu'en termes de potentiel économique, et puis aussi sur le plan démographique, et puis aussi quand même sur l'influence dans le monde en dehors, je dirais, des aspects militaires. Bien sûr, là, la Russie est une longueur d'avance. Et puis, surtout maintenant, avec ce qui s'est passé en Ukraine,
où là la Russie s'est complètement mis une balle dans le pied, mais énorme. Non seulement il y a l'embargo, non seulement... Ah, pardon. Non, ça marche pas. Je vais essayer de parler plus fort. Oui. Donc la Russie, donc s'est mis une balle dans le pied, c'est clairement. Et je pense que pour la Chine, c'est une opportunité énorme. Parce que l'appétit de la Chine, je veux dire, il ne faut pas se cacher, l'appétit est très grand également, ce qui peut se comprendre, à différentes raisons, c'est une revanche aussi. Et donc la Chine n'attend qu'une chose, c'est que, enfin pour le moment elle a besoin de la Russie parce que ça l'arrange bien, parce que d'une part elle achète du pétrole pas cher, qu'elle pourrait aussi acheter ailleurs plus cher. Ça sera encore aussi un concurrent pour la Russie le jour où l'Iran pourra vendre véritablement de façon ouverte son pétrole. Et donc, ce faisant, je dirais que... Et puis en plus, il n'y a pas que vis-à-vis des États-Unis que la Chine doit faire face, parce qu'en face, il y a aussi le Japon, il y a la Corée du Sud, il y a l'Australie, il y a beaucoup d'autres points où là, la Russie ne sera pas vraiment concernée. Vous l'avez dit vous-même tout à l'heure, puisque s'il y a un conflit avec Taïwan, la Russie n'interviendrait certainement pas parce qu'elle n'en aurait pas besoin. Enfin, et puis surtout, la Russie aura d'autres chats à fouetter pour se remettre un petit peu de la situation dans laquelle elle s'est mise. Donc dans tout ça, je pense que, enfin, personnellement, il me semble, et j'aurais aimé savoir ce que vous en pensez, même si vous avez un peu abordé, il me semble que sitôt que la Chine va avoir l'occasion, elle va reprendre des territoires d'une manière ou d'une autre, qu'elle convoite depuis pas mal de temps sur la Russie, et la Russie sera obligée de céder parce qu'elle aura d'autres chats à fouetter. Oui. Bon. En tout cas, à mon avis, mais là, c'est lire dans une boule de cristal. Hein, donc c'est ce que je regarde, ce que je comprends de la situation aujourd'hui, c'est que la Chine n'aurait aucun intérêt à affaiblir la Russie. Tout simplement parce qu'elle a besoin d'une Russie qui est raisonnablement forte. Alors, je pense que c'est prématuré pour parler d'échec de la Russie en Ukraine. Je ne pas de vue. Excusez-moi, je ne peux pas dire qu'elle est issue, mais quoi qu'il en soit, je veux dire, ça va beaucoup l'affaiblir, même si elle gagne les territoires qu'elle a annexés pour nous. Oui, mais c'est ce que je voulais dire, c'est-à-dire, c'est difficile aujourd'hui d'estimer les gains politiques et géopolitiques que la Russie pourra retirer de son action en Ukraine, et il pourrait être un fait surprenant, parce que je pense que les Russes et les Chinois jouent le temps, et qu'on peut avoir en fait des évolutions dont on parle, notamment le fait que si Donald Trump était réélu aux États-Unis à la présidence, ce qui est une hypothèse de travail tout à fait raisonnable aujourd'hui, ça pourrait impliquer un changement de la stratégie américaine au niveau de l'Europe. Donc je ne saurais pas dire aujourd'hui ce que la Russie va pouvoir tirer ou ne va pas pouvoir tirer de son action en Ukraine. Mais une hypothèse, c'est qu'elle en sorte malgré tout renforcée. Et si c'est le cas, évidemment ça la rend moins malléable pour la Chine. Un autre point est qu'on a vu que les échanges sont extrêmement déséquilibrés entre la Russie et la Chine, mais que la Chine est très dépendante de la Russie, en fait. Et les Russes ont veillé à ce que cette dépendance se maintienne par les accords qu'ils ont passés. Ce n'est pas forcément la Chine qui est gagnante dans ces accords. Les Russes sont aussi gagnants, de mon point de vue. Et je ne vois pas vraiment l'intérêt en fait, pour la Chine de prendre par la force brute des territoires que par ailleurs elle ne revendique pas, puisque la Chine a accepté à signer des accords frontaliers qui ont valeur légale aussi bien pour les Russes que pour les Chinois en termes de tracé de la frontière entre les deux pays. Donc pour qu'il y ait un changement, il faudrait que derrière il y ait tout un narratif en chinois qui explique que ces territoires sont chinois. Or pour moi, il est plus de l'ordre de l'impensé ou de l'informulé que du narratif explicite. Il y a un narratif explicite pour Taïwan. Clairement, Taïwan, c'est un territoire que la Chine envisage de récupérer éventuellement par la force. Mais c'est quand même qu'il y a les 5 millions de Chinois, en quelque sorte, qui sont déjà de l'autre côté de la frontière. Oui, mais ils viennent en accord avec les autorités russes, en fait. Donc on est là plus sur de la coopération, avec un nombre important, effectivement, d'immigrés chinois, mais qui n'ont pas la nationalité russe, dont certains ont il y a des mariages mixtes qui se font, mais ils sont... je pense
pas très important numériquement parlant, et on n'est pas, enfin à ma connaissance, tout ce que j'ai pu dire, il n'y a pas de crispation entre les deux pays au sujet de cette présence chinoise. Donc j'étais plutôt sur l'idée que la Chine regarde ces territoires parce qu'ils ont fait partie de l'Empire, et qu'une stratégie chinoise pourrait être de multiplier sa présence ou son influence sur ces territoires. Mais en face, les Russes sont attentifs à cette situation-là, et pour le moment, la Russie, de mon point de vue, est loin d'être affaiblie à un point tel qu'elle soit obligée de céder à une pression chinoise à ce niveau-là, s'il y avait une pression chinoise. Mais excusez-moi, pour la dépendance quand même vis-à-vis de la Russie, c'est essentiellement sur les hydrocarbures. Oui. Ceci étant, ça existait déjà avant, et après, je veux dire, ils peuvent quand même la possibilité de se fournir ailleurs qu'en Russie. Surtout si l'Iran, ça c'est bien. Il y a beaucoup de pétrole iranien qui part en Chine actuellement, de toute façon. Je doute que les Chinois puissent se priver du pétrole russe. D'Asie centrale, mais aussi du pétrole et du gaz naturel qui vient de Russie, de mon point de vue. Parce que la part, on l'a vu, la part du pétrole russe aujourd'hui est extrêmement importante, et on est sur une économie chinoise qui est en croissance. Donc tant qu'elle est en croissance et non pas en décroissance, de toute façon, elle a besoin d'un apport énergétique pour pouvoir soutenir cette croissance-là. Et c'est là où j'ai dit qu'en fait, ce rapport qui semble être un rapport de vassalité, au moins économique, de la Russie par rapport à la Chine, peut être vu en fait d'une autre manière, et au moins du point de vue géopolitique, plutôt qu'un point de force. En tout cas, on peut le considérer comme tel, effectivement. Merci. Oui, sans aller jusqu'à une forme d'annexion, mais on sent quand même une velléité d'expansion de la Chine en Sibérie, en tout cas une volonté de renforcer leur influence sur ces territoires-là. Quel est l'enjeu pour la Chine? C'est quand même une vaste étendue désertique, où il y a c'est majoritairement de taïga, il fait moins 40 en hiver. Enfin, quels sont les enjeux? C'est les ressources en pétrole. Ce qu'on a vu, c'est pour moi beaucoup une vue de l'esprit, c'est-à-dire effectivement cette fameuse carte un peu. Effectivement, vous le soulignez, ne pas contrôler le territoire pour contrôler le territoire. De toute façon, il faut derrière qu'il y ait un objectif, qu'il y ait un intérêt à le faire, et on le voit très bien dans toute l'histoire de l'humanité. Quand il y a la prise de contrôle d'un territoire, c'est parce que derrière, il y a les ressources, de quelque ordre qu'elles soient, qui est intéressante pour l'acteur qui capte ce territoire, ou qui tente en tout cas dans le contrôle. En ce qui concerne la Sibérie, les ressources en pétrole ne sont pas tellement dans cette partie-là. Hein. Elles sont situées beaucoup plus dans la Sibérie occidentale. L'avantage géographique qui peut sauter aux yeux, c'est que ça donne un accès direct, au moins en partie, sur l'océan Arctique, à supposer que la navigation soit valable. Donc j'ai l'impression que ce n'est pas l'ensemble de ces territoires qui font l'objet en fait, de regards chinois. Ce serait peut-être davantage la portion de territoire qui concerne Vladivostok, parce qu'elle permet en fait une ouverture directement sur la mer du Japon, et elle désenclave du point de vue géographique, j'en parlerai un peu la prochaine fois, et du point de vue maritime, la Chine qui est enclavée du point de vue maritime, donc qui se trouve dans des situations de faiblesse. Donc ça permet effectivement une ouverture sur le Pacifique Est, septentrionale, qui n'est pas forcément extrêmement fabuleuse du point de vue des opportunités qu'elle ouvre, mais elle permet quand même en fait, de sortir d'une série de mers semi-fermées, que sont la mer de Chine orientale, la mer de Chine méridionale, la mer Jaune, et même éventuellement la mer du Japon. Donc voilà, je verrais un avantage plutôt de ce type, et qui alors pourrait s'appuyer sur un narratif, qui serait celui que le fait que ces territoires ont appartenu à l'Empire à l'époque des Qing, et ont échappé à l'Empire, à la suite de traités qui sont considérés par la Chine comme des traités inégaux, donc des traités qui, quelque part, ne sont juridiquement pas valables. Une toute petite dernière question, parce que c'est toujours un enfant. Non, mais c'est bon. Tu es la dernière, alors. Eh bien, merci Bon, beaucoup. je vous remercie de votre écoute.